Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour les débats. Et aujourd'hui, nous allons débattre et commenter l'actualité avec Florence Berthoud. Bonjour, maire du 5e arrondissement de Paris. J'ai vu qu'il y avait des jolies pissotières sur le quai de la Tournelle. C'est pas de votre fête, je pense. Non. Mais enfin, à tout prendre, il vaut mieux quand même avoir des trucs moches, Vespasiennes, oui, comme on dit, que de pas en avoir du tout. Parce que vous savez qu'il y a des centaines de milliers de touristes qui passent et que, hélas, à Paris, ils se soulagent, et qu'hélas à Paris, avoir des toilettes belles dans la ville, je pense que c'est compliqué. Et moi, je me bats là-dessus parce que ça fait partie de la qualité de vie, évidemment, des Parisiennes et des Parisiens. C'est très très moche quand même. Hein. C'est assez moche. Ouais. Et on est assez loin du déjeuner, donc on peut peut-être faire une petite note d'humour. Mais ce qui est assez inattendu, ce sont ces pissotières de couleur où, pardonnez-moi messieurs, mais après s'être soulagés, les plantes poussent. Ah bon ? Oui, c'est un autre sujet. Mais bon, elle pousse dans les pissotières. Elle pousse, oui. Ah bon, je ne pensais pas lancer. Mais moi, je trouve que mais il y a ce qu'on appelle les toilettes papillons. Enfin, vous savez, quand on est maire d'arrondissement, on s'occupe aussi de ces sujets-là au quotidien, parce que du vrai quotidien des Français. Du vrai quotidien, et le vrai quotidien, pardonnez-moi, quand vous êtes riverain, c'est la propreté. Et si les rues sont utilisées comme des urinoirs à ciel ouvert, il faut trouver des solutions. Alors moi, j'en propose régulièrement. Et bon, bref. On reviendra là-dessus. Non, mais le problème, c'est que les solutions esthétiques sont systématiquement retoquées par Madame Hidalgo. C'est ça le sujet en réalité. Bien sûr. On a des toilettes, ce qu'on appelle des toilettes papillons, qui sont tout à fait, je dirais, acceptables sur le plan esthétique. Juppé avait fait ça à Bordeaux. C'était en acier brossé. C'était tout à fait esthétique, mais il y a une volonté, comme dit ma chère collègue, c'est vraiment parfoeur on se demande s'il n'y a pas une volonté délibérée dans les dires. Pardon pour cet incite, mais c'était plus fort que moi. Enfin, je m'occupe d'autre chose, je sais, chère Valérie, du livre, de l'écrit, des bouquinistes pas que des toilettes. Qu'on veut exiler à Bercy, etc. On va faire une émission entière avec vous. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour Alexandra Spinner, conseillère régionale LR d'Île-de-France. Vous êtes également enseignante. Bonjour, et Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Et votre livre à paraître en novembre. On peut déjà teaser, comme on dit, l'annoncer, le nouveau temps, comment reprendre le contrôle de l'air à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça va paraître chez Erol, et pour ceux qui vous suivent sur les réseaux, vous y avez travaillé tout l'été. Et oui, on va reparler de l'intelligence artificielle avec vous. On va continuer évidemment à parler de ce sujet important et ô combien compliqué avec les migrants. Est-ce qu'il faut installer des centres d'accueil à Menton? Le préfet ce matin a démenti complètement, mais il va bien falloir les caser, comme on dit, ou en tout cas les accueillir quelque part. Marine Le Pen, candidate naturelle de son camp, l'inflation, les Français qui ne s'en sortent pas, et puis la visite du roi Charles. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on en fait trop ou pas? Ou est-ce que c'est normal de l'accueillir de cette manière? Bref, commençons avec notre tour de table. Et effectivement, vous faites autre chose, Florence, puisque vous occupez beaucoup d'associations, comme beaucoup de maires d'arrondissement, et vous vouliez faire un coup de cœur pour les aidants. Oui, je voulais faire un coup de cœur pour les aidants, parce que vous savez, vous avez à peu près en France 11 millions d'aidants. Alors les aidants, pour celles et ceux de vos éditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est, peut-être qu'autour de la table d'ailleurs il y a directement ou indirectement des aidants, c'est lorsque de manière non professionnelle vous accompagnez quelqu'un qui est en perte d'autonomie. Et moi j'en rencontre vraiment tous les jours dans la rue. Alors ça peut être, on s'occupe de son ado qui est autiste, de son épouse, de sa femme qui est Alzheimer, de quelqu'un qui a une maladie neurodégénérative, enfin, et ces gens-là sont littéralement souvent au bout du rouleau. Ils n'en peuvent plus. Voilà. Même quand ils ont trouvé des structures d'accueil, eh bien, ils reprennent le relais pendant les vacances, pendant le week-end, et parfois, bon. Alors, il y a eu un statut. D'ailleurs, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Marisol Touraine qui avait fait voter ce statut, qui était très, très attendu. Et puis, maintenant, vous pouvez avoir un congé d'aidant. Et le 9 octobre prochain, eh bien, il y aura une journée des aidants. Alors, c'est
c'est pas que gadget, hein, les journées. Ça a permis aussi de faire le focus, vous voyez, sur des sujets qui sont sujets de préoccupation absolument majeurs. Et celui-là en est un. Donc je viens d'ailleurs, j'ouvre là dans quelques jours une maison des aidants. Dans ma mairie, avec ce qu'on appelle un réseau qui s'appelle les maisons, les M2A, c'est-à-dire des maisons des aînés des aidants. Alors moi, ça sera vraiment une maison des aidants, en mutualisant, hein, donc on peut arriver à faire des choses qui coûtent pas non plus des centaines de milliers d'euros, en mutualisant des salles avec mon établissement public de solidarité. Et l'idée, c'est que c'est un lieu où on va pouvoir souffler. Alors les aidants, ils pourront faire, par exemple, ça peut vous faire sourire, mais des cours de boxe. Les aidés pourront également faire ça. Et puis ils auront ici un accès à toutes les prestations entre guillemets, qu'il s'agisse de prestations qui coûtent de l'argent ou qu'il s'agisse aussi de psychologues et de personnes qui peuvent les accompagner. Et j'en suis très fière parce que je pense que c'est vraiment un sujet, encore une fois, de préoccupation majeure et toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Il ne faut pas toujours se retourner, même si c'est important, vers l'État. Il faut aussi que nous prenions notre part. J'aurais toujours en tête. Ça existe déjà. Alors il y a déjà, c'est ce que je vous disais, il y a ce qu'on appelle à Paris des M2A, mais elles sont pas beaucoup, elles sont pas très nombreuses. Hein. Vous avez par exemple vous avez une M2A pour 3, parfois 4 arrondissements, avec parfois des très grands arrondissements. Et là, on va vraiment créer la première maison des aidants, vraiment qui est au sein d'une mairie. Moi, j'aurais toujours en tête ce monsieur que je croisais très régulièrement dans la rue et qui un jour est tombé, qui avait 75 ans et qui littéralement tombait en larmes dans mes bras en me disant j'en peux plus, et j'ai appris qu'il s'occupait de son épouse qui était Alzheimer. Et vraiment, il était au bout, c'était un monsieur très digne et il n'en pouvait plus. C'était au cœur de l'été, sans doute que ça avait été très très difficile. Et effectivement, ils ont besoin de lieux où on peut souffler. Et de lieux où ils peuvent souffler littéralement. Voilà. On va marquer une pause et on continue notre tour de table et puis nos débats évidemment avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris, Alexandra Spinner, conseillère régionale LR d'Île-de-France, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, et Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Et nous attendons avec impatience votre livre à paraître en novembre, Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'intelligence artificielle, aux éditions Erol. On va parler des migrants, on va parler de Marine Le Pen, on va parler de l'inflation, éventuellement du carburant également, mais on continue notre tour de table avec vous, Rafik Smati. Vous restez dans votre sujet avec l'intelligence artificielle et une alerte. Oui, alors vous dites que je reste dans mon sujet. En fait, c'est un petit peu plus qu'une lubie, l'intelligence artificielle chez moi. C'est une obsession, mais une obsession pas technologique, une obsession civilisationnelle. Regardez ce que l'on a tous vu sur Internet, sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, cette IA qui est capable de faire dire n'importe quoi à n'importe qui dans n'importe quelle langue. On se rend compte, à travers un exemple qui peut être a priori anecdotique ou ludique, tel que celui-ci, qu'il y a en germe un nouveau rapport à la vérité qui est en train de se construire. Et à côté de ça, il y a quelques jours, on apprenait dans les Hauts-de-Seine que vous avez une entreprise qui va se séparer de plus de 217 personnes qu'elle va remplacer par des IA. Et alors, on pourrait se dire, on rentre dans un monde qui est extrêmement sombre, mais les choses ne sont évidemment pas aussi simples que ça, parce que oui, effectivement, l'IA va faire perdre des emplois, oui, effectivement, ça va changer le rapport à la vérité, mais en même temps, aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont en train de voir leur productivité bondir grâce à l'intelligence artificielle. Vous avez l'intelligence artificielle qui permet d'être un accélérateur fulgurant, notamment en matière de biotech, avec Moderna qui s'apprête à sortir une quinzaine de vaccins anti-cancer, un vaccin contre le cancer du pancréas, contre le cancer du poumon. Donc imaginez tous les espoirs qui vont avec. Donc on est aujourd'hui dans un monde où un tas de choses est en train de se redéfinir, pour le pire et pour le meilleur. Et ce que je veux dire, c'est que ce sujet-là, qui est structurant, qui est systémique, qui va faire que le monde dans lequel nous vivons et nos enfants vivront dans 20, 30 ou 50 ans n'aura rien à voir avec celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce sujet-là devrait faire la une aujourd'hui des débats publics, des médias. Quand je vois que nous avons passé le week-end à débattre de savoir s'il fallait que les merguez soient végétariennes ou faites à base de viande, je me dis qu'il y a un décalage sidéral entre les petites polémiques qui sont portées par des personnes qui sont en manque de buzz et qui veulent exister dans le débat
République et qui s'engouffrent dans une radicalité surjouée uniquement pour exister, et les vrais sujets de société qui sont en train de façonner un monde nouveau, qui font que si on passe, nous, à côté, quand je dis nous, c'est nous la France et nous l'Europe, si on passe à côté, eh bien c'est... certains parlent de grand remplacement, moi je parle de grand remplacement technologique, parce que le grand remplacement technologique aujourd'hui, c'est pas une vue de l'esprit. Plus de 70% des brevets en matière d'IA, ils sont déposés par la Chine. Donc soit on se réveille maintenant et on agit, soit on se fait bouffer dans 50 ans et on n'existera plus en tant que civilisation. Mais ça veut dire quoi? Qu'il y a une prise de conscience qui ne se fait pas sur l'intelligence artificielle, ou que c'est un manque de connaissances et de curiosité? Alors il y a plein de sujets qui s'entremêlent. Le premier sujet, c'est que en France aujourd'hui, singulièrement en France, nous avons depuis 40 ans sacrifié le rapport à la science, le rapport aux mathématiques, alors que les mathématiques, les sciences, c'est la matrice de la révolution technologique dans laquelle on vit. Le niveau aujourd'hui en mathématiques de nos élèves de CM1 s'est dégradé considérablement par rapport à ce qu'il était il y a quelques années. Donc ça n'augure rien de bon pour ce qui arrive. Et puis surtout, ce que nous avons en Europe, c'est cette faculté à systématiquement jouer en défense, alors que nous devrions être en attaque. Regardez les États-Unis, les Américains, ils sont en attaque, ils innovent, on sera tous d'accord. Ils impulsent quelque chose, ils nous l'imposent. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, alors voilà, il y a les GAFA. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien, il faut qu'on réagisse. Alors, comme on ne sait pas réagir autrement que par des taxes, eh bien, on invente une taxe GAFA. Souvenez-vous de quand Google a commencé à devenir le moteur de recherche de référence. Eh bien, vous avez eu un sommet entre Jacques Chirac et Angela Merkel. Ils se sont dit, on va faire un Google européen. On va appeler ça Quaero. Et on va mettre 200 millions d'euros sur la table. Quaero, personne ne connaît autour de cette table, parce que, évidemment, ça a fait pchit. Donc, il y a aujourd'hui en Europe cette lacune technologique qui est patente, cette appétence à la science qui est en train de reculer, et le nœud de cette révolution technologique, il est là. Oui, alors une auditrice me dit, moi j'ai viré mes stagiaires et je me sers de ChatGPT, c'est beaucoup plus efficace. Mais j'ai envie de vous dire, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'elle a raison. C'est-à-dire que s'il y a des gains de productivité et si une entreprise permet d'être plus efficace et d'être plus rentable... Il faut anticiper ces changements. Et c'est juste un dernier mot, si vous me permettez. Ce qu'on est en train de traverser, ça porte un nom, c'est la destruction créatrice. Soit on voit que le côté destruction, et effectivement, il y a des emplois qui vont disparaître. C'est vrai. Et si on le nie, si on le conteste, eh bien on se prendra le mur. Donc il y a des emplois qui vont disparaître. Là où il faut qu'on soit volontariste, c'est quels sont les emplois qui vont se créer. Et il va y en avoir plein. Alors Samuel, moi, je suis sans faire de cours sur Schumpeter ici, effectivement, malheureusement, ce qu'on voit souvent dans les médias, c'est le sujet suivant, l'IA détruira des emplois. Sauf que pour l'instant, il y a un très bon reportage d'ailleurs d'Arte sur le sujet, les études qui ont été faites disent que soit il n'y aura pas plus, pas moins d'emplois, ce sera juste de nouveaux emplois, soit il y aura plus d'emplois. Ce qui est certain, c'est qu'on a du mal à mesurer l'ampleur des changements. Personne ne peut vraiment mesurer l'ampleur des changements. Je voudrais surtout rebondir sur ce qui a été dit à propos de l'Europe qui agit en défense. C'est extrêmement important parce que malheureusement, c'est le cas sur l'intelligence artificielle, mais c'est le cas sur tous les sujets. Et on a l'impression, aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, la Commission européenne, qu'on a des gens qui agissent juste par juridisme, qui sont incapables d'imaginer l'Europe, et c'est aussi le cas souvent en France, d'imaginer l'Europe comme étant dominante dans le monde. Donc on fait tout systématiquement à reculons, et effectivement on a été dépassé par les GAFAM, on est dépassé également par des équivalents chinois des GAFAM. Et on a l'impression que la solution est toujours la même, c'est interdire et taxer, sauf qu'en fait, si on continue d'interdire et de taxer, on n'aura pas d'innovation au niveau français, on n'aura pas d'innovation au niveau européen, et on se retrouvera sur l'IA, comme sur d'autres sujets, encore derrière les autres. Alors qu'on peut, il faut le dire clairement français, on peut être dominant sur l'IA, sur plein d'autres sujets, mais il faut laisser aux entreprises la capacité de créer des emplois, de faire de la recherche, et il faut arrêter d'imaginer que du juridisme et des grandes règles européennes vont nous permettre de dominer demain. Oui, Alexandra. Oui, alors moi je ne peux pas me réjouir qu'on remplace des stagiaires par ChatGPT. En revanche, sur les enjeux de civilisation, je suis évidemment d'accord, et en particulier sur le wokisme. Par exemple, je trouve qu'on n'est pas assez vigilant pour savoir ce que l'intelligence artificielle va véhiculer et va infuser et va s'approprier comme idéologie. Ou par exemple, le rapport aux femmes. L'égalité femmes-hommes sont des sujets qui sont complètement, qui sont l'angle mort de la recherche, et je trouve que c'est assez inquiétant. Mais vous parliez des chercheurs et de la recherche en France.
serait peut-être temps qu'on les traite dignement et qu'on évite qu'ils partent à l'étranger où ils sont traités comme il se doit. Voilà, on a le culte des grandes écoles, le culte des études, mais quand on a des chercheurs de très grande qualité, on les traite n'importe comment. Ça me fait penser d'ailleurs, pardon, juste un instant, ça me fait penser à ce qui a été dit récemment sur les officiers. On voit qu'il y a des officiers supérieurs dans l'armée qui sont dégoûtés de leur métier, qui veulent en changer, parce qu'en fait, il y a évidemment une question de rémunération, mais il y a aussi une question de considération de la société. Oui. Et effectivement, on sait très bien le statut social. Quand les gens sont doctorants, qui font du post-doc pendant des années, et qu'ensuite, ils peuvent être mal payés, mais qu'en fait, ils ne sont pas valorisés spécifiquement, et ils ne sont pas valorisés. Et bien effectivement, quand ils ont la possibilité d'être valorisés, et en plus de gagner beaucoup plus à l'étranger, naturellement, une partie d'entre eux s'en vont. Là, on est un petit peu d'idée pour revenir sur l'IA. C'est vraiment un sujet majeur. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. On ne peut pas s'exonérer du sujet qui est... C'est un nom, hein. C'est un sujet qui est aussi ontologique. Bien sûr qu'il y a la question économique, il y a tout ce que vous voulez. Parlez bien dans le micro. Mais on ne peut pas s'exonérer de ce sujet qui est ontologique. C'est-à-dire la machine qui remplace l'homme. Il y a les questions que tu viens de mentionner. Bon. Et moi, alors je veux dire expliquer que c'est bien de remplacer les stagiaires par quelque chose qui est plus efficace. Nous avons tous aussi un devoir de responsabilité. La formation des plus jeunes, ça passe que ça nous plaise ou pas, aussi par le fait qu'on va embaucher des stagiaires, qu'on va embaucher aussi des apprentis. Moi, comme maire, on va les former. J'ai demandé à ce qu'on ait un regard bienveillant sur les recrutements de stagiaires et d'apprentis. D'un strict point de vue utilitariste, vous mettez beaucoup plus de temps à accompagner un stagiaire, évidemment, que d'avoir sur certains sujets GPT ou que sais-je. Mais si on veut former les jeunes demain, il faut peut-être aussi qu'on accepte de perdre un peu de temps, entre guillemets, pour former des stagiaires et des apprentis. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Il y aura des stagiaires. Il y aura des stagiaires mais dans notre domaine, en fait. Non, mais je parlais là de la réflexion qui vient d'être faite. Et l'enjeu, c'est de... Moi, je ne me réjouis pas qu'on remplace des stagiaires par ChatGPT. Je ne pas que c'est une avancée considérable. Oui, mais là, vous êtes sur un slogan. L'enjeu, c'est que non, je ne suis pas du tout sur un slogan. L'enjeu, c'est que les stagiaires de demain, plutôt que de faire des photocopies, ils manient des intelligences artificielles et les mettent au service de la productivité pour créer de la richesse. Pardonnez-moi. Moi, je recrute des stagiaires. Ils peuvent pas. Les stagiaires, vous les recrutez. Ils vont pas. Le principe, c'est que vous les formez. Donc, ils vont pas arriver pour tenir la dragée haute à de l'intelligence artificielle. C'est après. Autre chose. Bon, donc on va avancer dans nos débats. Je vous conseille le livre de Stéphane Rose, qui est l'un des auteurs de Laurent Gérard et qui est également au théâtre des Deux Ânes et qui a publié Mes nuits avec une intelligence artificielle. Et donc, sous couvert d'humour, ça dit des choses assez profondes puisqu'il décide de dialoguer avec une intelligence artificielle. Il parle des relations hommes-femmes. À chaque fois, il se fait répondre, ce n'est pas convenable, je ne peux pas. Et il réussit malgré tout à contourner le truc. C'est très drôle et très, très intelligent. C'est un des livres, moi, qui m'a beaucoup plu. Allez, on continue à débattre et à commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on va continuer notre tour de table, mais juste pour prolonger ce débat sur l'intelligence artificielle qui est dénué a priori d'émotion. Moi, j'avoue que j'étais très choquée ce matin en lisant dans le journal que le ministre de l'Éducation, qui prend des bonnes décisions, c'est une chose, envisage des cours d'empathie. Des cours d'empathie à l'école, c'est-à-dire qu'on en est là à apprendre aux enfants ce que c'est qu'une émotion, ce que c'est qu'un sourire, ce que c'est que... Bah si. Pardonnez-moi, l'empathie, c'est le regard bienveillant, c'est pas qu'une émotion. Et si il dit ça, le contraire de l'émotion pour moi. Voilà, c'est pas l'émotion. Enfin, c'est la bienveillance. Et vous savez qu'on a un énorme sujet. La question du harcèlement, elle est liée à cette absence de bienveillance. Mais l'absence de bienveillance, elle vient, si vous vous référez à ce que dit Maurice Berger, le pédopsychiatre, qu'on est sur des enfants qui ne savent pour beaucoup, peut-être pas tous, qui ne savent pas ce que c'est qu'un sourire, qui ne savent pas ce que c'est que la colère, qui ne savent pas... Pardonnez-moi, alors je veux dire, on en a fait... On a fait des sujets... Enfin, je ne sais pas s'il faut faire des cours en soi d'empathie, mais en tout cas, il faut absolument
qu'on apprenne ou qu'on accompagne les enfants pour avoir un regard bienveillant. Et cet outil-là, qu'on voit pas à la radio, mais qu'on voit à la télé, je veux dire, il faut regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parler différemment, être habillé différemment, avoir une coupe de cheveux différente, s'exprimer différemment. C'est une source absolument incommensurable, mais incommensurable de harcèlement. C'est devenu le sujet majeur. Et donc la réponse, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance, sauf que vous lisez... C'est la bienveillance. Oui, sauf que c'est aussi une façon... Alors, c'est une professeure belge qui explique, je parle de l'auto-empathie, il faut que les jeunes connaissent leurs émotions, leurs besoins par rapport à ces émotions. Je veux dire, face à une même situation... Hein. Bah oui, mais on en est... Excusez-moi, je pense que c'est très compliqué. L'idée, c'est de dire, vous savez ce qu'on disait avant, tu dois être gentil. Voilà, tu dois être gentil. Je voudrais quand même juste qu'on réalise à quel degré de déshumanisation nous sommes arrivés. C'est ce qui m'a frappé. Pour ce qui est du harcèlement scolaire, j'aimerais rappeler quand même que c'est un fléau qui concerne tous les milieux sociaux. Oui. Voilà. Mais vous ça arrive aussi bien dans les écoles UP du 16e arrondissement ou du 6e arrondissement que en Seine-Saint-Denis. Non, c'est bien. Merci. Oui. Non, mais c'est... Voilà. Donc, pourquoi pas... je veux dire, compte tenu de la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons tous collectivement, pourquoi pas des cours d'empathie ? Moi, je dirais que les cours d'empathie, c'est des cours de philosophie, des cours de littérature, c'est réintroduire le respect de l'autre. Oui, le respect de l'autre. L'autre est devenu un inconnu. L'autre est devenu un objet. L'autre est réduit à néant. Donc oui, pourquoi pas des cours d'empathie. On va avoir les cours d'empathie, on va avoir les cours de cuisine, on va avoir les cours d'éducation sexuelle. Non, moi je plaide pour le retour des enseignements fondamentaux à l'école. Mais on voit bien qu'il faut prendre des mesures quand même pour le harcèlement scolaire. Bien sûr, c'est pas la même chose. Mais est-ce que c'est quand même sur l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Normalement, on peut attendre ça d'un enfant de 7 ans. C'est le rôle des parents, pas de l'école. On le sait, les professeurs aujourd'hui doivent traiter plein de métiers en même temps. Ils doivent faire la police en classe, en plus de transmettre des connaissances. Maintenant, si on leur demande en plus d'éduquer les enfants, ce n'est pas leur rôle. Le problème du harcèlement, c'est un problème très grave, qui est un problème pénal. Il faut traiter très sévèrement tous les harceleurs. Ce n'est pas la faute des réseaux sociaux. Moi, à chaque fois, j'entends parler des réseaux sociaux qui sont accusés à tort et à travers. Alors, il y a du harcèlement sur les réseaux sociaux, mais regarde, on va regarder très concrètement ce qui peut se passer dans d'autres pays. Il ne s'agit pas de regardez ce qui se passe. Oui, mais regardez ce qui se passe, par exemple, sur Twitter au Japon. Vous ne connaissez peut-être pas Twitter au Japon, mais je peux vous dire qu'au Japon, Twitter sert à se donner des conseils. Il n'y a pas de harcèlement comme on peut en voir autant en France. Mais pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'en fait, il ne faut pas accuser les réseaux sociaux de ce qui se passe sur le harcèlement. Eh bien, très bien. Donc, je termine. Ce qu'il faut, c'est que les harceleurs... Ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai plein de parents qui viennent me voir parce que leurs enfants sont harcelés sur les réseaux sociaux. Je sais très bien ce qui se passe. J'en ai peut-être entendu parler avant vous-même. Non, ça je ne pense pas. Si, c'est certain. Non, mais écoutez, je le vois très bien pour m'occuper du numérique sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook depuis des années. Le problème, c'est que les gens n'étaient pas poursuivis. C'est ça le problème, c'est qu'on peut les identifier facilement. Et on a vu ce qui s'est passé récemment. C'est que quand il y a des parents qui signalent des faits gravissimes, parfois on leur retoque, on leur dit non, c'est pas très grave, c'est juste des brimades, ça va se passer. Et j'ai envie de parler au nom des enseignants. Ce ne sont pas, malheureusement, aux enseignants de faire la police. Quand les enseignants signalent ce genre de problème, ils ne sont pas toujours soutenus par leur hiérarchie. Là, on ne leur demande pas de faire la police. Juste, j'insiste sur ce point. Vous dites, alors évidemment, que les enseignants, pour lesquels j'ai évidemment beaucoup de respect, ne sont pas là pour faire la police. Bien sûr. Bon, néanmoins, vous dites, c'est le travail des parents. Certes, mais puisqu'on constate que ça concerne tous les milieux sociaux, c'est-à-dire que même des enfants qui sont privilégiés, qui ont une vie culturelle, familiale très dense, très riche, peuvent être des harceleurs. Donc comment on fait ? Le harcèlement, d'accord, mais pas le manque d'empathie. Mais le harcèlement, c'est un manque d'empathie. Non, on parlait de Maurice Berger tout à l'heure. Maurice Berger, il parle de populations très spécifiques qui sont... mais qui justement c'est un prisme totalement incorrect. Parce que pour le harcèlement, qu'il y ait des cas de harcèlement partout, on le sait. Mais le fait est qu'on ne peut pas lier ça systématiquement au manque d'empathie. Et le problème du harcèlement, c'est un problème pénal qu'il faut régler. Et d'ailleurs, vous savez, je pense qu'on sera d'ailleurs d'accord sur ce sujet autour du plateau, c'est qu'on a du laxisme judiciaire en France, malheureusement, qui est extrêmement élevé. Et on doit pouvoir taper très fortement
dès le début, ça peut commencer effectivement dès le lycée. Souvent, c'est au lycée malheureusement, ou un peu plus tard, auprès de jeunes qui ont l'impression qu'ils peuvent tout se permettre, qu'ils peuvent au collège. Le harcèlement scolaire, ça commence même parfois au fin de l'école primaire, au début du collège. Aujourd'hui, ça commence, hélas, dès la maternelle. Moi, je ne dis pas que c'est la faute des réseaux sociaux. Je dis que ça y contribue, c'est tout. Oui, et que c'est quelque chose de général. Et tout le monde doit prendre sa part. Bien sûr, vous avez raison. C'est les parents. Mais là, quand on est à l'école, on ne peut pas, motif que les parents sont responsables de l'éducation des enfants, ce qui est tout à fait vrai. Si vous voulez, on arrive en plein syllogisme, parce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, l'école n'a pas à s'occuper du harcèlement au motif que les mômes ont été mal élevés. Donc, il faut qu'on s'en occupe tous, qu'on prenne nos responsabilités. Bien sûr qu'il faut que les harcelés soient poursuivis. On ne va pas se raconter d'histoire. Tout n'est pas passible du pénal. Hélas, ou tant mieux, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'on arrive au pénal quand c'est très très violent et quand à la limite c'est trop tard. Bon. Donc il faut bien qu'avant on ait des systèmes. On ait des systèmes. Enfin, écoutez, vous n'envoyez pas au pénal un enfant qui est dans une cour de maternelle. Et moi j'ai vu. Et c'est, je l'ai vu et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est dans tous les milieux sociaux et on voit qu'on est désemparé parce que on a le petit garçon ou la petite fille qui va être un peu la victime expiatoire dans une cour de récréation. Donc c'est vrai que c'est important aussi d'apprendre aux enfants à regarder différemment. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait la police. La police, c'est autre chose. Hein. Et de résister à la meute aussi. Oui, de résister à la meute. Ça, c'est un vrai sujet. J'ai le sentiment qu'il y a plusieurs sujets qui sont mélangés. L'empathie à l'école, la bienveillance, évidemment, mais c'est une matrice fondamentale dans laquelle l'élève doit évoluer. De là à en faire une matière, j'ai un petit peu plus de doutes. Vous savez, moi, je me méfie en matière d'éducation nationale de toutes les fausses bonnes idées qu'on peut avoir. Pendant de nombreuses années, j'ai entendu dire qu'il fallait par exemple apprendre à nos enfants à coder, parce qu'on rentre dans un monde numérique et il faut apprendre le codage aux enfants. Sauf que on se rend bien compte aujourd'hui qu'avec l'IA, la meilleure façon de coder, c'est de faire un prompt qui demande à une IA de le faire. Et donc, le vrai enjeu de l'éducation nationale, on parlait tout à l'heure de l'IA, et la meilleure façon d'armer nos enfants face à ce tsunami qui vient, eh bien, c'est de revenir à des basiques. Apprendre à compter et apprendre à parler. Pourquoi ? Parce que les mathématiques, c'est ce qui permet de structurer la pensée. Et développer une pensée scientifique dans cette société hautement technologique, c'est extrêmement important. Et ensuite, savoir la formuler par écrit et pour pouvoir parler et pour pouvoir échanger, interagir avec les IA. Le vrai talent de demain que devront développer nos jeunes, ça sera d'apprendre à parler, évidemment, à écrire, mais surtout à prompter. À prompter, c'est savoir donner les bonnes instructions aux IA, savoir interagir avec les IA. Et pour ça, on en revient aux fondamentaux. Le prompting ne sera pas une discipline. Le prompting, c'est un condensé de mathématiques et de français. Donc, arrêtons de... Donc oui, il faut de la bienveillance, oui, c'est bien de développer l'algorithmie, oui, il faut de la culture générale, très important. Oui, on peut compléter ça avec une couche de latin et de grec parce que c'est structurant pour la culture générale, mais n'oublions jamais les fondamentaux de l'école et les fondamentaux, lire, écrire, compter. Ils sont valables depuis 3000 ans et ils seront encore valables dans 500 ans à l'heure de l'IA. Donc ne nous trompons pas de combat. Non, mais moi, ce que je n'aime pas dans cette approche, c'est que... comme toujours, il s'agit de discriminer les enfants défavorisés. Donc le harcèlement scolaire ne serait le fait que des enfants pauvres qui habitent des quartiers défavorisés. Non, j'ai bien compris que vous ne disiez pas ça, mais c'est ce que, en tout cas, l'étude qui a été faite sur l'empathie, c'est à partir d'enfants défavorisés. Moi, sur le fond, les effets de com', c'est tout ce que je déteste. Bien Moi, sûr. Je plaide pour le retour des fondamentaux à l'école. En revanche, compte tenu de la situation catastrophique dans laquelle on est, qui fait de la France le mauvais élève de l'Europe, il faut bien prendre des initiatives et essayer de s'en sortir. On continue dans un instant, et là c'est l'heure de la pub, mais bon, c'est intéressant aussi de changer un petit peu des sujets qu'on entend sur toutes les antennes et d'avoir un débat sur des sujets différents. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et le débat continue même pendant la pub. On continue, je suis désolée, hein, notre émission va être autour de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. Ouais. Samuel, c'était un coup de cœur. Oui, j'ai un coup de cœur pour Véronique Monguillot, la femme de Philippe Monguillot qui a été massacrée par des racailles à Bayonne en juillet 2020.
Le procès, c'est en ce moment. J'ai un coup de cœur pour sa ténacité, son courage de dire la vérité. Je vais citer un passage de son interview dans le JDD. Elle dit « Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dénoncer cette violence qui s'accroît dans n'importe quelle ville et village, partout sur le territoire. Ce qui est arrivé à mon mari peut arriver n'importe où et à n'importe qui. Il faut dénoncer tout cela. On ne peut pas rester dans le silence, c'est impossible. » J'ai envie de vous dire que c'est extrêmement dur pour elle et pour ses filles, puisque son mari a été massacré, laissé pour mort par des racailles. Elle est au tribunal. Elle voit évidemment les agresseurs essayer de se faire passer pour des victimes, simplement parce que son mari ne s'est pas laissé faire. Elle voit également les avocats, ça peut être le jeu de la justice, mais expliquer que les agresseurs sont des jeunes exemplaires. Elle a dû subir le fait que la peine a été requalifiée, puisque peut-être que les auditeurs de Sud Radio ne le savent pas tous, mais malheureusement, il y a beaucoup de requalifications de peine pour plein de raisons en France. Mais quand vous êtes victime ou une famille de victimes et que vous avez à faire face à une requalification de peine, c'est peut-être très dur. Très concrètement, les agresseurs ne sont pas jugés pour meurtre, mais pour violence ayant entraîné la mort sans volonté de la donner. Ce qui ne donne pas, ce qui reste un crime, mais ce n'est pas la même peine encourue. Et c'est très dur de considérer que ces agresseurs n'avaient pas volonté de tuer Philippe Bonguillot. J'espère que la justice sera suffisamment ferme envers ces agresseurs. Je termine en rappelant quand même que parmi les agresseurs, il y avait un homme en état de récidive qui sortait, je crois, de peine 2 mois auparavant et qui a participé à l'agression. Agression extrêmement violente avec coup de pied dans la tête. Et malheureusement, comme le dit très justement Véronique, ça peut arriver n'importe où, à n'importe qui aujourd'hui, partout en France. Ces agressions se multiplient et elles sont de plus en plus graves. Oui, moi j'ai lu ce matin le compte-rendu qui a été fait de ce qui est relaté. C'est pour ça qu'il faut toujours être prudent aussi dans ce genre d'affaires. C'est que ça, il est tombé, il a reçu un coup, il est tombé sur le trottoir et que c'est comme ça qu'il est mort. Il n'est pas tombé sur le trottoir en se baladant. Il s'est pris un uppercut. Bien sûr, bien en fait, sûr. il s'est remis debout. Il s'est remis debout et il s'est pris un uppercut. Il est tombé effectivement, tombant de toute sa hauteur. Mais ça rejoint notre débat sur l'empathie et tout ça. C'est-à-dire que c'est, je recite Maurice Berger qui raconte qu'un adolescent qui était en centre fermé, qu'il a interrogé en disant pourquoi tu ne l'as pas tué, finalement, le type que tu battais, et il lui a dit parce qu'un copain m'a tiré par la capuche. C'est-à-dire que c'est pas parce que je ne voulais pas le tuer, c'est on m'a empêché de le tuer. Je vais vous donner un exemple personnel. Sur la requalification des peines. Moi, j'ai été poignardé il y a quelques années, j'ai pris 7 coups de couteau. Il était évident pour le tribunal que c'était des violences aggravées. Parce qu'on vous explique que quand 3 personnes se mettent contre vous pour vous poignarder, elles ne veulent pas vous tuer. Et en fait, on en est là. Tant que la personne ne vous a pas égorgé et qu'elle ne vous a pas regardé en train de mourir, on considère que c'est pas un meurtre. Et c'est un vrai souci. Et je me mets à la place de Véronique Bonguillot, parce qu'en fait, ça se multiplie. Ça permet aussi, au niveau des statistiques, de dire qu'il y a moins de meurtres. Sauf que quand vous avez, malheureusement, des phénomènes de bande qui sont de plus en plus filmés, avec des personnes qui se mettent à 10 contre 1 et qui mettent des coups de pied dans la tête, pardon, mais quand vous mettez les coups de pied dans la tête de quelqu'un, c'est pas pour lui dire bonjour. Au bout d'un moment, il est possible qu'il décède. On a un policier qui est entre la vie et la mort aussi. Bref. Moi, j'ai été très émue aussi par cette femme qui crie l'amour de son mari et qui est dévastée. Bon, je crois qu'on est tous courageuse. Très courageuse. Qui fait face, elle se bat, c'est une combattante. Elle est voilà. Juste sur la requalification. Parfois, malheureusement, c'est valable aussi pour les viols qui sont requalifiés en agression sexuelle. Parfois, je dis bien parfois, ça permet aussi d'être certain qu'il y aura une peine. Ils font ça en fait prononcée. Pour expliquer aux auditeurs, en fait, c'est que souvent il faut bien que les auditeurs comprennent. Correctionnalisation des peines, plutôt que d'être en assise, eh bien, ça passe en correctionnel, mais du coup, l'agresseur risque 10 ans maximum. Mais le fait est que je pense qu'il y a un problème majeur sur le cas des meurtres, parce qu'en fait, on a l'impression que maintenant, ces agresseurs, ils sont considérés comme sans jamais avoir la volonté de tuer, alors que malheureusement, ils agissent comme s'ils voulaient tuer. Ouais. Alexandra, vous aviez aussi un coup de gueule. Oui, un coup de gueule que les auditeurs de Sud Radio connaissent bien, Extinction Rebellion. Ouais. Ce mouvement de désobéissance civile, prétendument en lutte contre l'effondrement écologique, qui s'est à nouveau illustré à Colmar, où ils ont déversé un colorant vert dans les eaux de la Loire pour protester contre l'enfouissement des déchets toxiques. Alors, ils avaient déjà sévi à Venise, vous vous souvenez, ils avaient versé de la fluorescine dans la Tamise, ce qui donne des images assez spectaculaires puisque ce colorant organique vire à la couleur verte au contact de l'eau. Alors le but de cette pathétique épopée,
serait d'alerter contre le projet Stocamine, qui consiste à stocker des déchets toxiques comme l'amiante par exemple, en les enfouissant dans un site minier, dans un ancien site minier à Wittelsheim. Alors le maire LR lui-même, hostile au projet, a constaté l'apparition à la surface des eaux des cadavres de poissons, ce qui est totalement anormal. Ces pseudo-révolutionnaires au petit pied ont encore fait la démonstration de leur méconnaissance écologique et de leur incohérence. On voit bien avec leur sabotage d'installations électriques et d'antennes 5G, leur commando contre des sites protégés, les destructions d'œuvres dans les musées, souvenez-vous du chef-d'œuvre de Monet badigeonné en rouge, leurs attaques des bassines à Sainte-Soline, souvenez-vous aussi de ce militant écologiste qui restait la main coincé dans un bloc de bitume après s'être collé à la route. Je vous épargne les prouesses des militants du collectif allemand Let's Generation. Voilà. Alors on voit bien que ces éco-terroristes se servent de l'écologie comme par avant et en réalité ne veulent que s'en prendre au système, au symbole de l'État. Ils légitiment la violence et la théorisent pour dire qu'on en parle, réalité. En fait, c'est ça. Absolument. Mais ce sont des voyous qui défient l'ordre républicain, tout simplement. Et le pire, c'est que nous avons en France des responsables politiques pour justifier l'inacceptable. Voilà. Et les escrocs de l'écologie radicale bénéficient à gauche d'une extrême bienveillance. Alors nous le savons, l'écologie décroissante et punitive portée par la culture scientifique, c'est l'ennemi et l'ennemi des enjeux écologiques de demain. Alors ce sont les mêmes schizophrènes qui détestent les hommes, veulent les déconstruire et qui se rendent complices de la soumission des femmes. Alors, emparons-nous de l'écologie, changeons de cap avant qu'il soit trop tard, et ringardisons ces éco-terroristes, ces escrologistes, et consacrons-nous aux grands défis environnementaux du XXIe siècle. Oui, c'est très juste, non, Rafik Smati sur... Je voudrais simplement rappeler, et ça résume tout ce que vous venez de dire, que Marine Tondelier, qui est la patronne des Verts, a quand même affirmé qu'elle rêvait d'une France sans milliardaires. On rêve d'une France sans pauvres. On aurait pu attendre d'une militante écologique qu'elle dise qu'elle rêve d'une France plus verte, sans CO2 ou que sais-je encore. Si elle a une empreinte sociale, on aurait pu imaginer qu'elle souhaite une France avec moins de pauvres, mais non, elle veut une France avec moins de milliardaires et moins de riches. Et ça en dit tellement sur l'état de délabrement du débat public s'agissant de la cause écologique. On est quand même devant un enjeu majeur. Regardez l'été 2023 qui a été l'été le plus chaud de tous les temps. Il y a un effondrement de la biodiversité qui est démontré maintenant par des dizaines et des centaines d'études. Donc il y a un véritable enjeu écologique et ces gens-là qui se prétendent écolos sont en train de discréditer la cause écologiste. En fait, ce sont les ennemis de l'écologie. Et c'est en cela qu'ils sont en réalité coupables. Il y a aujourd'hui une humilité face aux événements. Je n'ai pas de baguette magique j'ai des petites idées. Je pense qu'il faut plus de nucléaire. Je pense qu'il faut plus de recherche scientifique, etc. Donc, mais je n'ai pas la certitude que tout ça permettra de conjurer le pire. Alors face à ça, il y a des madames et des messieurs, je sais tout, qui ont leur certitude, qui sont dans le yaka faucon, qui veulent moins de milliardaires, qui veulent moins d'entreprises, qui veulent moins d'entrepreneurs, en se demandant comment on allait créer la richesse pour faire cette transition écologique. Parce que cette transition écologique va coûter beaucoup d'argent, elle va nécessiter beaucoup de recherche, beaucoup d'investissement. Et jusqu'à preuve du contraire, l'investissement, c'est le capitalisme qui le permet. Ce sont les entreprises qui les consentent. Alors moi, je veux bien que ces gens-là décident de se fédérer entre eux, de créer une multinationale de la taille de LVMH qui fait 300 milliards ou 200 milliards de valorisation. Je veux bien qu'ils le fassent et qu'ils fassent des milliards d'euros de bénéfices et qu'ils se les répartissent entre eux, parce que à les écouter, c'est tellement simple. Alors qu'ils le fassent et puis ils auront un modèle de société alternatif. Mais jusqu'à preuve du contraire, je considère que les entreprises, le capitalisme, c'est le système le plus
aboutis qu'on ait créés. Alors c'est loin d'être le plus parfait. Il est loin d'être parfait, mais c'est la démocratie. C'est celui qui nous permettra d'affronter l'enjeu environnemental qui le vaut bien. Quelques auditeurs qui sont choqués par le mot de terrorisme en disant c'est un affront, nous dit Stéphane, pour les victimes du Bataclan. Un autre nous dit, donne la définition du terrorisme en disant c'est un ensemble d'actes de violence qu'une organisation politique exécute. Pour l'instant, c'est bon. Alors, quand vous avez des actes de sabotage, dans le but de désorganiser la société existante et de créer un climat d'insécurité tel que la prise de pouvoir soit possible, c'est pas totalement faux. Le fait est qu'il faut quand même rappeler aux auditeurs que ces gens ont un comportement sectaire, ces militants ont un comportement sectaire qui a des conséquences concrètes sur la vie des Français. Je rappelle que ce sont les mêmes gens qui étaient contre le nucléaire pendant des années, qui ont fait en sorte qu'on arrête certaines centrales, qu'on ne continue pas dans le nucléaire. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, on se dit, ah ben tiens, en fait, c'était pas si mal le nucléaire, d'ailleurs, qui est soutenu par la majorité des Français, et est au centre des débats. Éric Zemmour en a encore parlé récemment, la question du marché européen d'électricité. Si les Français paient cher leur électricité aujourd'hui, c'est notamment à cause du système ARENH et du marché européen de l'électricité dont il faut sortir. Et en fait, on voit que c'est des décennies, des années après qu'il y a des conséquences, mais les actions de ces écolos sectaires qui, en plus du sabotage, attaquent, on a parlé il y a quelques semaines, attaquent des agriculteurs, ces gens-là, ils ont des conséquences sur la politique pendant des années à venir, sur la vie des Français très concrètement. Ouais, ouais. Et puis surtout, ils hystérisent un débat qui est un débat à la fois économique, environnemental et philosophique. C'est-à-dire, il y a les trois dimensions. Je voudrais apporter un petit point de nuance par rapport à mon voisin. Je crois sincèrement qu'il faut aussi arrêter de dire que entrer résolument dans la lutte contre le réchauffement climatique, ce sont des milliards et des milliards d'euros. Oui, il faut dépenser de l'argent, mais il y a aussi des choses qui relèvent du bon sens, qui relèvent du dialogue et et de bonnes prises de décision qui doivent permettre d'éviter de dépenser des milliards d'euros. Je vais vous donner un seul exemple. On continue à construire en dépit de toutes les lois, de tous les règlements. On continue à construire en toute impunité des édifices publics et des maisons particulières qui devront installer des systèmes de climatisation parce que sinon ça ne fonctionne pas. Ouais. C'est quand même un non-sens. Moi j'ai refusé qu'on installe la climatisation dans ma mairie parce que je considère que quand on a des édifices avec 6 mètres sous plafond, c'est un non-sens total, ça va coûter les yeux de la tête. Non mais bon voilà. Et puis il y a des règles, ça peut faire sourire beaucoup de personnes, mais il y a des règles aussi d'aération, voilà, comme on faisait il y a des années, à la manière de bon sens, la manière de réfléchir. Oui, mais tout ça, ça nécessite beaucoup d'humilité. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il faut mettre vos équipes de ménage autour de la table, ça peut faire sourire en disant voilà, donc on va ouvrir de telle heure à telle heure, et puis après on va fermer les rideaux, et puis etc. Mais tout un tas de règles que finalement on n'appelle plus, on ne met plus en application et qu'on partage plus dans toutes, par exemple, les édifices publics. Donc on continue à construire des hôpitaux où il va falloir mettre de la climatisation partout, des bibliothèques où il faut mettre de la clim partout, j'en passe, et des meilleurs. Alors je voudrais rappeler quand même que dans les trucs un peu de bon sens, parce qu'on cloue toujours au pilori l'Europe, ils ont quand même adopté en juin dernier le pacte vert. Et dans le pacte vert, il n'y a pas que des objectifs, on va mettre une empreinte carbone neutre en 2050, parce que tout ça c'est formidable, enfin ça dépend dépend évidemment des mesures concrètes qu'on va prendre. Il y a par exemple l'arrêt qui fait débat, mais l'arrêt en 2035 des voitures thermiques, de la vente, attention, de la vente, je dis bien de la vente, il faut qu'on passe aussi par des mesures qui ont un aspect de radicalité, mais on est obligé, pardonnez-moi, d'en passer par là pour faire progresser. Mais c'est pas la radicalité des écolos qui sont verts d'ailleurs à l'extérieur et très rouges à l'intérieur, dont on vient de parler, qui effectivement font du sabotage, qui nuit considérablement à la Florence, j'adhère à tout ce que vous venez de dire en termes de sobriété, et c'est vrai que c'est un levier qui est majeur. En revanche, je ne peux pas vous laisser dire que ce n'est pas une affaire de moyens. Non, j'ai pas tout à fait dit ça, pardon. J'ai dit ce n'est pas qu'une affaire de moyens. C'est énormément. Ce n'est pas qu'une affaire de moyens. Est-ce que vous savez combien coûte un EPR ? Un EPR, c'est 10 milliards. Non, mais vous avez tout à fait raison. Si on a envie de souscrire, de supporter les besoins en électricité dont la France va avoir besoin ces prochaines années, que j'estime à peu près 1
à 1000 TWh, ce qui est à peu près le triple de ce que l'on fait aujourd'hui, parce qu'à partir de 2035, vous n'aurez que des voitures électriques. Il faut mettre 500 milliards, je dis bien 500 milliards d'euros sur la table. Mais vous avez 1000 fois raison. Pour pouvoir assurer l'approvisionnement électrique de la France. Donc, j'appelle ça un investissement, si vous me permettez. C'est pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'adhère à 150% avec ce que vous dites. Je dis juste... le bémol, ayons aussi en tête que ça n'est pas l'affaire que, même si c'est majeur sur le plan énergétique, la séquestration du CO2, ça va coûter beaucoup d'argent. Que ça va passer uniquement par des milliards d'euros. Allez, petite pause sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. Allez, il nous reste plus tellement de temps, mais le roi Charles III arrive en France. Il va aller au château de Versailles, un dîner somptueux va lui être servi. Est-ce qu'on en fait trop pour le roi? Est-ce qu'on ne devrait pas faire un petit peu profil bas? Je sais que la question se pose de savoir est-ce qu'on doit accueillir le roi en roi, c'est-à-dire à Versailles? Est-ce que l'Élysée n'aurait pas suffi? Qu'en pensez-vous? Est-ce que votre âme de midinette, Alexandra? Alors, nous sommes ce peuple étonnant. On coupe la tête au roi et puis on s'émeut des amours des rois et des reines. Moi, personnellement, je trouve qu'on en fait trop. Quand je vois qu'il y a eu débat sur le choix d'une Bentley ou d'une Rolls-Royce pour le déplacement du roi Charles... Parce que je pense qu'on est assurons, c'est la France qui fournit la voiture? Non. Non. C'était exclusivement la Grande-Bretagne. Mais en revanche, je pense qu'on est très loin des préoccupations des Français. Alors, je pense que les Français vont être devant leur téléviseur pour s'émouvoir du destin tragique de Charles et Camilla. Mais en revanche, je pense vraiment qu'on en fait trop. Mais que la France reçoive dignement, oui, évidemment, on ne peut pas faire autrement. Charles III à Paris et Bordeaux et le pape à Marseille, 30 000 policiers et gendarmes mobilisés. Et des manifestations prévues samedi. Il est certain qu'il y a un décalage net entre ce que vivent les Français aujourd'hui avec l'inflation, avec la baisse du pouvoir d'achat. Malheureusement, moi je préférais qu'il n'y ait pas ce décalage, qu'en fait les Français n'aient pas à subir cette inflation, qu'ils aient plus de pouvoir d'achat et qu'on se pose moins la question de ce décalage. Mais il faut aussi voir la question de l'image de la France. L'Angleterre, le Royaume-Uni, c'est un allié historique de la France, quand bien même le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne. On peut recevoir le fait de bien recevoir quelqu'un. Le fait de bien recevoir quelqu'un, ça fera aussi des images à l'étranger. Là, on parle. Et c'est le prestige de la France. Effectivement. Là, on parle du roi Charles, mais on pourrait parler d'autres chefs d'État. Très bien, mais d'autres représentants qui viendraient en France et qui font des images à l'étranger, qui donnent une certaine image de la France, parce que la France est encore heureusement connue dans le monde pour sa culture. Le luxe, mine de rien, notamment en Asie. Et donc, c'est important qu'on puisse rayonner aussi. Donc, je évidemment, vois tous les intérêts du rayonnement culturel. Évidemment, ça pose question. En tout cas, on peut se poser des questions vu la situation quotidienne très concrète de la plupart des Français. Mais si on pense sur le long terme, on a un souci d'image qui finalement ne coûtera peut-être pas si cher. Bon, Rafik, Mathilde. Je crois qu'il y a effectivement un décalage sidéral entre ce que vivent les Français et la visite d'État d'un roi. Mais parfois, la politique, ce n'est pas que regarder le court terme. Ce sont des symboles aussi. Il y a des enjeux géopolitiques aujourd'hui. On est aujourd'hui dans un monde en ébullition où les rapports de force sont en train d'évoluer, où les alliances sont en train de bouger. Je suis convaincu d'une chose, c'est que la France, de la même façon que nous avons accueilli le Premier ministre indien il y a quelques semaines, avec un retentissement mondial. C'est-à-dire que le voyage du Premier ministre indien en France pour le 14 juillet a eu un retentissement mondial sur le mode de « il se passe quelque chose ». Et bien le roi d'Angleterre, parce qu'il faut avoir un minimum de culture historique. Je n'oublie pas que la France et l'Angleterre sont les deux pays du monde qui se sont affrontés le plus souvent dans l'histoire de ces 2000 dernières années. Je n'oublie pas non plus que le français, vous savez, cette langue qui est aujourd'hui martyrisée, qui est aujourd'hui de plus en plus abîmée, eh bien c'est la langue de la couronne britannique encore aujourd'hui. Je n'oublie pas que le français c'est la langue de la devise de la couronne britannique. Donc il y a un lien fondamental, certes, il y a un lien fondamental, philosophique, non, je ne suis pas d'accord parce que filial entre ces deux nations qui doit être célébré. Et puis la France et le Royaume-Uni, ce sont les deux puissances nucléaires de l'Union européenne, de l'Europe, pardon. Mais quels sont les pouvoirs du roi Charles, pardon? Ce sont les symboles, la puissance des symboles. Le roi
le roi d'une puissance nucléaire avec le président de la République d'une puissance nucléaire à Versailles. Toutes les caméras du monde entier vous le montreront. Et en matière de puissance nucléaire tout seul. Et en matière, oui, mais ce sont les symboles. Ouais. Si vous n'êtes pas capable de comprendre les symboles, alors dans ce cas-là, on fait de la politique politicienne et on en perd la grande histoire. Mais moi je trouve que la visite, il y a aujourd'hui une histoire commune et en particulier depuis le Brexit entre la France et le Royaume-Uni. Est capable de faire pareil. En fait, dans le monde entier, personne n'est capable de faire une telle rencontre. Moi, je suis toujours très heureuse que la France soit à l'honneur. En revanche, je pense. Non, mais je ne critique pas pour critiquer. En revanche, je pense que cette visite du roi Charles, du roi, sert les intérêts et la diplomatie anglaise. Je suis désolée. Alors, à part mettre en lumière, effectivement, c'est un allié vital pour la France. On a un auditeur qui nous dit, moi, quand j'ai pas d'oseille, je fais pas d'apéro. Donc, quels sont les pouvoirs du roi Quand on n'a pas d'argent, est-ce qu'on dépense autant d'argent pour recevoir le roi? Moi, dans ce cas-là, je vous propose de privatiser le musée du Louvre, le musée d'Orsay, privatiser la Tour Eiffel. Non, il faut qu'on soit un peu sérieux. La réalité, c'est que tout a été dit autour de la table. Voilà, et que la vérité est entre tout ce qui a été dit. On est dans la royale diplomatie. Moi, je sais pas, je m'estime pas. J'attends de voir les retombées. De toute façon, j'imagine que la séance de questions d'actualité, la prochaine séance, elle sera aussi consacrée à ça. Je ne doute pas d'ailleurs que certains qui, sur toute, je dirais, le spectre politique critiquent cette visite, ils sont pas si nombreux que ça, d'ailleurs. Bon, ils sont pas si nombreux que ça, parce qu'ils ont bien compris qu'on était dans la royale diplomatie, que derrière il y a évidemment des enjeux qui nous dépassent. Vous voyez, le lapsus est révélateur parce que ça va coûter quand même un peu d'argent. Mais c'est vrai que moi je peux tout à fait comprendre que des Français soient choqués parce qu'il peut apparaître à un moment donné comme une débauche, mais une débauche qui sert l'image, qui sert donc des intérêts économiques et des retombées qui sont censées rejaillir comme sur tout le monde. Ce que dit Alexandra est très vrai, c'est-à-dire que quand même il y a fort à parier que sur les postes de télévision, bien sûr, tout le monde va regarder. Tout le monde va regarder parce que c'est comme ça. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais c'est comme ça, c'est un fait, ça fascine les révolutionnaires que nous sommes. Voilà. Et de toute façon, tout ce qui met en valeur notre culture, notre histoire et nos valeurs communes, on ne peut que s'en réjouir. Mais oui, voilà, tout ça est un regard vigilant à voir quand même sur la note à l'arrivée, ce qui est bien normal. Mais je suis sûre que les parlementaires vont demander des comptes, pas que, et c'est tout à fait normal, bien sûr. L'auditeur me dit la France est une monarchie républicaine. Oui, c'est la spécificité de la Ve République. Mais c'est la spécificité de la Ve République. Elle a voulu comme ça, mais ça fait partie de l'âme de la France. Voilà. Bien sûr. Ouais, Samuel, pour regarder. Oui, je pense que là, on parle de dépenses, mais on parlait d'investissement tout à l'heure. Là aussi, c'est un investissement pour l'image de la France dans le monde. Effectivement, il faudra regarder les retombées réelles, mais j'espère qu'on en parlera le plus possible et que ça donnera envie à des gens d'apprendre le français, de venir en France, de découvrir la culture française. Parce que la bataille culturelle, j'en parle souvent sur ce plateau, elle est extrêmement importante. Elle est menée dans d'autres pays du monde, notamment en Asie. On a vu la Corée émerger en quelques années. La Corée qui était quasiment rien, qui a émergé en faisant le Japon également. Et là, on peut faire la même chose. Il faut la France a encore une belle image, il faut qu'on l'entretienne et qu'on la développe dans le monde entier. Et j'espère que la fête ne sera pas gâchée par les manifs. Oui, il y a des manifestations qui sont prévues. Et puis, voyons les choses dans leur globalité. Et par rapport à l'image que l'on transmet à l'étranger, il y a une coupe du rugby qui se passe en France en ce moment. Nous recevons le roi d'Angleterre, nous recevons le pape, nous allons organiser les Jeux Olympiques. C'est toute une séquence de rayonnement international qui est aujourd'hui à l'œuvre. J'aime l'idée que nous soyons le centre du monde. Et si cette séquence nous est profitable en termes de, ne serait-ce que de retombées économiques, eh bien nous aurons gagné. Eh bien, c'est ce nous verrons pour le roi Charles. Voilà. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà. God save. Voilà. God save the king. Mais qui ravit mon âme de républicaine. Voilà. Mais sa mère, quand elle a fait une tournée dans plein de pays du Commonwealth, c'était les retombées qui en étaient attendues. On avait eu les mêmes débats. C'est-à-dire que les pays du Commonwealth se disaient mais on va dépenser beaucoup d'argent. Est-ce que c'est bien judicieux? Et puis à l'arrivée, ceux qui avaient été les plus pourfendeurs étaient là et finalement étaient venus voir la future reine d'Angleterre, puisque je rappelle qu'à l'époque c'est son père qui ne pouvait pas se déplacer, c'est elle qui avait fait la tournée avec son mari du Commonwealth. Il y avait eu les mêmes débats. Allez, voilà, il y a tous devant nos postes. En tout cas, ça va être intéressant à suivre. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Berkoff sera avec nous. Merci Valérie.